Alors ça va faire une dizaine d'années, comme tu l'indiquais, que j'ai commencé dans l'immobilier. Et tu es une des premières personnes que j'ai rencontrées quand j'ai commencé comme broker en investissement. Actuellement, le marché des CPI est beaucoup décrié. La hausse des taux d'intérêt bancaires qui ont cristallisé un peu le marché, donc du coup même les particuliers ne pouvaient plus acheter leur résidence principale. Tu peux te faire financer à 100% sans apport et acheter à peu près n'importe quoi. Est-ce qu'ils ont vraiment le patrimoine qu'ils disent, et surtout est-ce que les conseils qu'ils donnent sont toujours affûtés ou pas? Alors Vraiment. dans la très grande majorité des cas, c'est complètement à côté de la plaque. J'ai envie, je sais que t'aimes pas l'appellation, mais t'appeler un peu un geek de l'immobilier parce que notamment cette base de données que tu as montée from scratch, à l'origine comme Jeff Bezos dans un garage. Il faut mieux avoir 50% d'une bonne opération que 100% d'une mauvaise. Il faut mieux acheter un bien qui est complètement ravagé qu'un bien qui a été mal rénové. Dans l'investissement immobilier, le plus dur, c'est, on disait, faut acheter au bon prix, faut acheter au bon prix. Mais comment on fait pour savoir si c'est le bon prix? Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami et expert de l'immobilier en général et sous toutes ses formes, vous allez voir, qui est une mine d'informations, un puits de data. Il n'aime pas trop que je l'écrive comme ça, mais voilà, mon ami Romain Vergnaud. Bienvenue Romain. Bonjour à tous, bonjour Julien, merci pour l'invitation. Avec plaisir Romain, merci. Donc, merci à toi de donner ton temps parce que... pour cette présentation un petit peu... Non mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors Romain, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises un peu qui tu es, d'où tu viens. J'ai donné quelques premiers éléments et après moi je permettrai de compléter parce qu'on se connaît, on se connaît depuis une dizaine d'années. On fait de l'immobilier ensemble, de l'investissement immobilier ensemble notamment. Tu me conseilles en investissement immobilier, donc tu es un conseiller en investissement immobilier très technique, très sachant. Mais voilà, dis-nous un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, voilà, comment est venu l'immobilier? Vas-y, dis-moi. Alors ça va faire une dizaine d'années, comme tu l'indiquais, que j'ai commencé dans l'immobilier. Et tu es une des premières personnes que j'ai rencontrées quand j'ai commencé comme broker en investissement. Donc broker en investissement, ça consiste à vendre, à trouver des acheteurs pour des biens immobiliers. Okay. Donc j'ai un propriétaire qui me confie un bien et je vais trouver un acheteur. Et tu as été parmi les premiers à me faire confiance, soit pour étudier des dossiers, mais aussi à me confier des biens à la vente pour trouver des acheteurs qui étaient souvent des profils plutôt institutionnels, des grandes sociétés de gestion. C'est une partie de ton activité, l'intermédiation immobilière, si je peux dire. Oui, mais, exactement. Mais ça, c'était il y a quelques années. Tu conserves cette cartouche, cette casquette, mais tu as développé depuis des années une telle expertise que tu es maintenant conseiller en investissement immobilier. Vis-à-vis de professionnels de l'immobilier comme moi, des grosses sociétés, des plus petites, des particuliers aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce virage vers le conseil en investissement? Est-ce que c'est l'expertise que tu as développée? Tu t'es dit que tu pouvais la monétiser? Est-ce que c'est la... Dis-moi. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt vendre un appartement en résidence principale. C'est pas trop mon... Je sais faire, mais c'est pas ce qui m'excite. Moi, c'est trouver des montages, comment acheter très gros avec très peu. Comment ça tombe bien, on est là pour ça, on est là pour en parler. Trouver des biens où il y a un maximum de création de valeur pour l'opérateur, l'investisseur. Donc ça qui m'excite. J'ai également fait des opérations, je me suis associé dans une société de marchand de biens. J'ai fait des opérations, on a eu l'occasion de faire des opérations ensemble. On a fait des opérations ensemble. Donc j'étais aussi du côté investisseur, même si c'était plutôt compte de tiers que compte propre. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra développer après, le compte propre et compte de tiers. Donc, je connais... Donc, en fait, t'es un peu... Ce que j'aime bien, c'est pour ça que je t'ai proposé de contribuer à ce podcast, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, ton expérience pour les gens, parce que autant moi, dans le cadre de la formation, l'investissement immobilier professionnel, tu sais, dans lesquels tu interviens, on a développé tous les conseils et clés pour commencer l'investissement immobilier de manière professionnelle, donc créer une société d'investissement immobilière, petite ou grande, on peut commencer avec petit, on l'a dit. Mais ce que j'aime bien chez toi, c'est que moi, j'ai une vision du marché qui est l'investissement. Moi, je suis un opérateur investisseur immobilier, mais je ne fais pas de conseil en investissement, en tout cas pas hormis nos investisseurs. Je ne fais pas d'intermédiation immobilière. Toi, comme tu as tout fait et que tu fais tout, et au-delà de ça, que tu as développé, tu me l'as expliqué encore l'autre jour, un logiciel que tu as monté from scratch, de zéro, un logiciel en SaaS, si je ne me trompe pas. Alors, oui, ce n'est pas tout à fait ça, parce que on fait un onboarding sur le site pour les investisseurs, aussi bien vendeurs qu'acheteurs, pour vendre leurs biens immobiliers qui sont plutôt des actifs de taille, on va dire, significative.
Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est les biens à partir de 1 million d'euros, même si je suis un peu plus petit. Mais moi, j'accompagne plutôt des propriétaires qui ont des biens à partir de 1 million à vendre. Et là, mes acheteurs sont plutôt des professionnels de l'investissement, soit dans les stratégies de détention patrimoniale ou stratégie plus création de valeur marchand de biens. Mais tu as développé un logiciel, une base de données. J'ai développé une base de données qui me permet de mapper le marché et d'avoir toutes les références de transactions. Je mappe aussi une partie de la dette immobilière, parce que quand on dit immobilier, on dit dette. Et c'est la chose la plus importante dans une opération, c'est comment tu finances le bien. Parce que si tu peux on va en parler, c'est un des sujets. Voilà. Donc, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es un peu sur toutes les cases de l'échiquier, donc à la fois l'intermédiation, du montage d'opérations, toi-même investisseur. Je sais que tu n'aimes pas l'appellation, mais t'appeler un peu un geek de l'immobilier, parce que notamment cette base de données que tu as montée from scratch, à l'origine, comme Jeff Bezos dans un garage, tu t'es dit, en fait, il y a énormément de propriétaires de propriétaires d'immeubles, de biens immobiliers en France, et on les connaît, il n'y a pas de base qui permet de les réunir. Donc tu t'es dit, allez, je me lance dans le chantier, ça fait 2 ans que tu y travailles. Ouais, ça fait 2-3 ans. Plus là, donc Privy.market, c'est ça, la qui plateforme. Qui n'est pas encore lancé, mais qui est un projet pour la fin d'année. Mais quand ça va être lancé, ça va être lourd, j'ai l'impression, avec cette plateforme de, grosso modo, tu es propriétaire d'un bien immobilier à partir d'1 million, c'est ce que tu disais. Non, alors là, sur Privy.market, c'est un petit peu différent, c'est pour de la pierre papier, l'investissement direct. Donc là, on est sur un profil un petit peu plus grand public. C'est des gens qui ont investi dans des parts de SCPI notamment. La SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Donc pour faire simple, c'est une sorte de grosse SCI où des particuliers, mais aussi des profils plus des sociétés immobilières, enfin des assureurs, des banques, vont mettre en commun leurs moyens et vont acheter ensemble. Il y a une société de gestion qui est chargée de faire ce travail et qui prend une commission qui est rémunérée. On va en parler. Donc la SCPI, on va un peu vulgariser. Vas-y. Ouais, mais c'est important. La SCPI, il y a actuellement le marché des SCPI est beaucoup décrié parce qu'il y a eu aussi des erreurs de pas mal d'investisseurs professionnels. Donc quand même les professionnels font des erreurs. Et ces investissements, quand on achetait des parts de SCPI, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de liquidité sur ce marché actuellement. Donc, si on veut vendre des parts pas l'équité, c'est-à-dire que moi, j'ai des parts de SCPI, on va dire ce que c'est. Donc, une société civile de placement immobilier qui est détenue, tu l'as dit rapidement, mais on va revenir 2 secondes dessus, par essentiellement des banques ou des assureurs ou des mutuelles et des particuliers, mais grosso modo, qui créent une société qui achète des biens immobiliers dans toute la France ou dans toute l'Europe. Parfois, c'est des lignes spécialisées. Ils achètent parfois que du commerce, thématique, que du commerce, que du bureau, que de la santé. Tu veux nous en parler, mais tu me parlais tout à l'heure d'un fonds d'une SCPI qui achète que des biens de vétérinaires, des locaux de vétérinaires, par exemple. C'est intéressant. C'est un EPCI pour le coup, là, mais c'est cousin. C'est les mêmes choses. Donc, grosso modo, ce sont des grosses sociétés qui, elles, donc, achètent de l'immobilier, mais pour acheter, elles collectent des fonds auprès de moi, de toi, de particuliers, de monsieur, madame, tout le monde, des parts à partir de 500 €, 1000 €, 2000 €. Même 100 €, certaines. Même 100 €. Voilà, et qui derrière, avec cet argent, achète de l'immobilier. Et donc nous, en tant que détenteurs de parts de ces CPI, tu touches une cote-part du loyer. Tu touches une cote-part du loyer, voilà. Et donc tu me disais, c'est un peu décrié en ce moment. Pourquoi ? Il y a notamment les plus grosses, qui sont essentiellement liées à des grands groupes bancaires, ont beaucoup collecté. Donc collecté, c'est-à-dire elles ont été voir des investisseurs pour qu'ils prêtent de l'argent pour acheter les biens. Et donc ils ont beaucoup acheté dans un marché haussier qu'on a connu jusqu'en 2022, quand les taux étaient très bas. Donc ils achetaient des bureaux. Beaucoup de bureaux, parce que là, il y a une problématique sur le bureau, parce qu'avec le télétravail et les nouveaux usages liés après le Covid, ça a fait baisser la valeur des bureaux, plus la dette, le sujet de la dette. Donc, on se retrouve avec des CPI où vous avez des gens qui veulent revendre leur part, qu'ils ont acheté, mais il n'y a pas d'acheteur en face. Parce que c'est un système d'offre et de demande, avec un système de compensation. C'est un peu technique, on ne va pas rentrer dans... Et toi, ce que tu veux créer avec Privy, c'est justement permettre à des gens, donc on vient de le dire, des gens qui ont des parts de SCPI, ok, vous touchez un rendement qui n'est pas garanti, on le répète. Non, il n'est pas garanti. Sur les plaquettes des SCPI, on vous dit 5, 6, 7%. La performance passée ne présage pas de la performance future. Voilà, donc on vous dit 5, 6, 7%, c'est super, mais on vous dit cette petite phrase, en effet, c'est pas parce que c'était 5% l'année dernière que ça sera à nouveau aujourd'hui. Mais bon, on espère que ça se passe bien, mais les SCPI, en effet, qui ont acheté des biens de bureaux en bordure de villes françaises, même des grandes villes, et qui sont aujourd'hui vides. En deuxième couronne parisienne. Voilà, qui sont aujourd'hui vacants, peuvent plus servir les rendements. Et donc, du coup, toi, tu es propriétaire de ces parts de SCPI. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché secondaire, tu ne peux pas les revendre. Il y a un marché secondaire qui est géré par la société de gestion elle-même. Oui, mais il n'y a pas une plateforme qui regroupe l'intégralité des opportunités du marché. Ça, c'est ce que tu veux faire avec ça, c'est mon projet. Après, c'est un projet qui
qui a d'autres complexités, notamment au niveau réglementaire, parce qu'on est sur des produits qui sont avec une réglementation très stricte de l'AMF. Donc là, on est en train de bosser sur toute la partie réglementaire pour pouvoir lancer ce produit. Après, il y a d'autres solutions. Ça sera prêt dans quelques mois, a priori. C'est l'objectif. Après, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Tu verras, on n'a pas toujours le même time to market. Je te fais confiance. Donc voilà. Après, moi, je m'intéresse sur ma base de données immobilière. Je collecte énormément de données liées aux transactions et aux ventes et aussi aux acteurs. Parce que si on veut être bon dans son marché, le vendeur est important, mais l'acheteur est encore plus important. Pourquoi ? Parce qu'il faut que faut connaître son acheteur. Parce que si tu vends un propriétaire qui te confie un bien à vendre, lui, ce qu'il veut être sûr, c'est que tu t'emmènes le deal au bout. Et si tu t'emmènes pas le deal au bout et que ton mec, il n'a pas le financement, il te plante parce que c'est pas un mec fiable, ton vendeur, il te reconfiera pas il va pas te reconfier la vente. Tu veux qualifier les acheteurs avant même les vendeurs, en fait. C'est ça. Et moi, mon but, c'est de créer la base de données où, en fait, j'ai du petit investisseur régional. Et c'est pas péjoratif. Ça va être le commerçant dans une ville comme Périgueux ou Bayonne qui a son petit business qui marche bien et qui va investir 200 000 à 300 000 euros par an et qui a déjà un patrimoine de 2-3 millions d'euros d'investissement immobilier, au gros institutionnel qui va acheter pour 500 millions par an d'actifs. Et donc, pour chaque classe d'actifs, il y a un client potentiel. Pour chaque actif, il y a toujours un client. Alors, on va en parler. Donc, Romain, donc, je t'ai fait venir aujourd'hui, donc, notamment pour ta connaissance sur le marché, ta connaissance, on l'a dit, ton placement sur l'échiquier qui est à la fois investisseur, à la fois agent immobilier, monteur d'opérations, conseiller en investissement. Hein, alors, je suis passif. Oui, bien sûr. Et la data que tu collectes et que tu exploites. Donc, je voulais avoir ton avis aujourd'hui sur... C'est une grosse question. Mais sur le marché immobilier en 2024, alors on n'a pas de boule de cristal, on a vu ce qui s'est passé en 2023, je le répète, ça n'a échappé à personne. La hausse des taux d'intérêt bancaires qui ont cristallisé un peu le marché, donc du coup même les particuliers ne pouvaient plus acheter leur résidence principale parce que la banque leur demandait soit trop d'apports, soit le coût du crédit sur la durée était trop élevé. Moi je l'ai dit, je le martèle même dans la formation, même dans les différentes interviews qu'on fait, que c'est toujours le moment d'acheter, mais tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Parce qu'aujourd'hui, les taux sont élevés, mais si vous arrivez quand même à avoir une banque qui vous donne un financement, vous allez avoir aujourd'hui un prix de l'immobilier qui a baissé de 10, 15, voire parfois 20%. Cet argent que vous n'allez pas dépenser, c'est acquis pour la vie. Alors qu'un taux de crédit, même s'il est élevé, ça se renégocie dans 2-3 ans. On peut toujours retourner voir la banque si ça baissait dans 2 ans et que les taux sont retombés à 2,5-3%. On peut toujours renégocier, alors que si votre appartement, le payez 300 000 euros, vous avez négocié parce que l'époque fait, vous l'avez négocié à 250 000, c'est acquis. Alors que le crédit bancaire, ça se renégocie. Donc ça, je suis content qu'on soit d'accord là-dessus. Mais voilà, quelle est ta vision un peu sur le marché 2024 ? Quels sont les types de biens que les gens qui nous regardent, je le répète, les gens qui nous regardent, c'est tu as affaire à des indépendants, des auto-entrepreneurs, des professionnels libéraux, des médecins, des radiologues, des vétérinaires, on en parlait, des commerçants, des salariés, cadres ou plus, qui veulent se lancer, ou on a dit, des indépendants, ça peut être des chauffeurs de VTC et autres. Quels sont les conseils que tu donnes à quelqu'un qui a une petite mise de départ, qui a 40-50 000 euros, qui réfléchit à investir dans l'immobilier? Parce qu'à longueur de journée, on leur dit sur les réseaux, alors il y a 6 mois, c'était déjà pas vrai, mais on leur disait encore, tu peux te faire financer à 100% sans apport et acheter à peu près n'importe quoi. Là, les gars qui avaient déjà 6 mois de retard il y a 6 mois disent tous là maintenant, arrêtez tout ce qu'on vous a dit il y a 6 mois, c'est pas vrai. En fait, c'était plus vrai déjà depuis longtemps. Mais bon, on vous aide plus financé, c'est compliqué, mais faites-moi confiance, je vais vous dire comment faire. Bon. Alors, le financement à 100%, déjà, je ne dis pas que ça n'existe pas. On va commencer par parce que cette interview, c'est basé sur vrai ou pas vrai. Ouais. Donc, première question, Romain, est-ce que se faire financer à 100%, c'était vrai ou c'est vrai aujourd'hui, ou est-ce que c'était vrai même avant, ou est-ce que c'est pas vrai? Alors, c'est vrai, mais ça dépend si tu as déjà du capital ou pas. Voilà. Parce qu'on a tendance à prêter, et les banques, même quand les taux étaient bas, on prête qu'aux riches. Ouais. C'est beaucoup plus simple. C'est connu. On prête qu'aux riches. Et donc, si tu as un patrimoine déjà important, qui n'est pas forcément immobilier, ça peut être, par exemple, tu as bossé dans une start-up qui a cartonné et tu as eu des BSPCE et que tu as un paquet de BSPCE. Ou tu as même de l'argent de famille. Prenons un exemple simple. Prenons l'héritage du grand-père. Tu as hérité, tu as 300 000 euros de cash. Tu vas voir la banque pour 200 000 euros.
ils vont te prêter. Il n'y a aucun problème. Mais maintenant, prenons l'exemple du gars. On a un investisseur qui a 40-50 000, qui lorgne sur un projet immobilier. Alors, projet immobilier court terme, donc marchand de biens, achat-revente, pourquoi pas, avec une marge, ou même patrimonial, qui veut acheter avec 50 000, qui veut acheter un bien à 300 000. Aujourd'hui, par quelle porte et par quels moyens est-ce que déjà c'est faisable? Est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Et comment c'est faisable et quel type de bien? Voilà, c'est les 3 questions que j'aimerais déjà, poser. il faut savoir quelle est ta volonté. Est-ce que tu veux faire un investissement sur le long terme ou sur le court terme? Parce que la structuration de l'opération n'est pas du tout la même, ne serait-ce parce que quand tu fais une opération de marchand de biens, tu es sur un financement à court terme, donc avec des taux variables. Donc, alors après, tu peux mettre en place des systèmes d'assurance pour te couvrir de la hausse des taux. Mais par nature, c'est des taux qui sont toujours plus élevés. Par contre, on va te prêter beaucoup plus, un effet de levier qui est plus important versus un financement. Retenez bien ça, l'effet de levier, Romain vient de le dire, on l'a martelé pendant la formation aussi, l'effet de levier, c'est le phénomène magique qui fait qu'avec 50 000 euros, l'immobilier est le seul marché dans lequel, avec 50 000 euros, vous pouvez espérer vous faire financer 200, 300 000 euros, pourquoi pas, en fonction des ratios des banques. En ce moment, ça évolue tous les jours, donc je préfère pas me prononcer, mais entre 200 et 300 000 euros, vous pouvez espérer lever ce montant-là avec 50 000 euros et avec 300 000 euros, revendre 350 et donc doubler votre mise de départ. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Voilà, c'est le mot magique que Romain a prononcé. Mais on va y revenir. Donc Romain, tu nous disais, voilà, l'effet de levier, c'est une opération court terme. On va avoir plus d'effet de levier parce que la banque va plus financer. Normalement. Prenons un exemple concret pour être très clair. 50 000 euros, j'ai le client qui a face à lui un bien immobilier. Tu vas nous dire quel type de bien. Il a la possibilité de faire un achat-revente, achat-rénovation-revente ou achat patrimonial. Quel type de bien tu conseilles? Ça va dépendre de ta capacité à te financer, mais aussi de ton activité. T'es salarié, tu vas pas quitter ton job pour faire une opération de marchand qui gagne 50 000 parce que tu vas pas en vivre. Par contre, en activité connexe, en business, en side business, en fait, peu importe que tu sois indépendant ou professionnel, il faut avoir un side business qui te génère du cash. Donc, on retient bien ce premier conseil de Romain, c'est que si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier professionnalisé, c'est-à-dire faire de l'immobilier pour gagner de l'argent, gagner de la marge, on va dire quel type de bien après, tu vas nous le dire, mais c'est si possible, si vous avez une activité à côté, ne la quittez surtout pas à la première opportunité, parce que l'activité que vous allez avoir à côté va vous permettre de vous faire financer auprès de la banque, de lui montrer que vous avez des revenus stables. Et une opération de marchand, c'est long. C'est pas, ça met plusieurs mois, et pendant plusieurs mois, vous n'avez pas forcément il n'y a pas de cash qui rentre. Ouais. Donc et vous avez surtout du cash qui sort. Donc et il faut bien prévoir, attention, dans son business plan, on le dit dans la formation, il faut bien prévoir les retards, les aléas de travaux. Exactement, parce que si vous mettez un budget de 50 000 euros de travaux et que ne serait-ce que ça vous coûte 60 000 parce qu'il faut remplacer une poutre de plus ou 5 fenêtres de plus qui n'étaient pas prévues, ça arrive tout le temps, et ben si vous les avez pas en trésorerie parce que le budget il était ric-rac, il faut les sortir de votre poche et il faut aller pleurer après chez l'oncle, la tante pour vous finir votre deuil. Donc prévoyez large sur les travaux, moi c'est ce que je conseille. Et donc on le voit de toute façon dans notre réseau, on a beaucoup de gens en commun. Ceux qui font les meilleurs coups, ça va être beaucoup d'agents immobiliers. Ça va être aussi des entrepreneurs travaux parce que ils ont des opportunités. Ils sont souvent en première loge pour voir les bonnes opportunités passer. Et puis ils vont bien maîtriser leur coût de rénovation. Justement, là, on va revenir après sur les types de biens parce qu'on va prendre l'exemple. Mais tiens, parle-nous de l'importance du réseau. Voilà. C'est un mot que tu prononces. Le réseau, c'est la clé dans l'immobilier, mais ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Tu me disais tout à l'heure, quand c'est sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, c'est que c'est trop tard. Ouais. Alors, à de rares exceptions près. Ok, alors comment on fait pour trouver des bonnes affaires et pour identifier les biens? Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, je trouvais encore des bons coups sur Le Bon Coin. Une des premières opérations que j'ai fait, c'est j'ai trouvé sur Le Bon Coin et j'en ai plus retrouvé depuis. Mais maintenant, c'est fini. Alors, par où commencer? Quelqu'un qui nous regarde, qui a une mise de départ, on va dire quel type de bien on conseille, parce que ça dépend des villes, des profils. Mais comment déjà on identifie un bien et comment on le trouve? Alors, il y a une règle en marchand, mais je dirais même un petit peu même en patrimonial, mais même si c'est un petit peu différent, parce qu'il y a d'autres ressorts qui sont importants dans le patrimonial, qui ne sont pas les mêmes, c'est le prix d'achat. Un bon prix d'entrée. La bonne affaire, on l'a fait à l'entrée, pas à la sortie. Exactement. Voilà, c'est ce que disait mon père. C'est ce que, voilà, ok. Si tu as mal acheté, ça va être très compliqué de créer la valeur derrière. Enfin, tu peux la créer, mais ça, c'est pas ce qui va rattraper un bien mal acheté. Ok, donc le prix, mais comment on a accès à l'information? Faut, comme tu dis, le réseau, c'est primordial. Donc, ça va être les agents immobiliers. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se construire un réseau, aller voir les agences, expliquer son projet. Donc, taper à la porte d'une agence, de plusieurs agences de quartier, faut dire pas, je pas cherche. Une agence, c'est toutes les agences.
les agents indépendants, ne pas hésiter à être ambitieux. Si tu as 50 000 euros donc, de fonds propres, dis-lui pas que tu as 50 000 euros parce que le mec, il va t'envoyer que les trucs qui correspondent. Tu lui dis, j'ai 200 000 euros. Parce qu'il faut mieux qu'à la rigueur qu'il t'envoie une opération plus grosse, mais qui est intéressante. Parce qu'une opération bien achetée qui aura de la marge, tu pourras toujours trouver une solution pour trouver un partenaire. Il faut mieux la faire à deux. Il faut mieux avoir 50% d'une bonne opération que 100% d'une mauvaise. Même s'associer, donc les gens qui nous regardent, même s'associer avec des gens, la famille, on essaie d'éviter, mais même s'associer avec des gens, moi j'ai commencé en m'associant. Moi j'ai commencé avec mes premiers investissements immobiliers, j'en ai fait 1, 2 seuls, et puis après les capacités d'investissement elles sont limitées, et puis j'ai commencé à m'associer pour créer de la valeur. Ça peut être avec un copain. Voilà, donc s'associer, donc taper à la porte des agences. Les notaires, c'est une bonne source. Les notaires. Parce que les notaires, en fait, les bonnes affaires, souvent, c'est quand on a un vendeur qui est contraint. Alors tiens, oui, dis-nous, voilà, on dit le marché est cristallisé, rien ne s'achète, rien ne se vend à cause des taux. Alors déjà, ça c'est plus trop vrai parce que là, au moment où on parle, les taux recommencent à rebaisser sérieusement. Donc on espère qu'à la fin de l'année 2024, les taux seront pas revenus au niveau de 2021, mais à des niveaux complètement acceptables pour pouvoir réacheter. Mais grosso modo, on se disait, les banques, et personne n'achète, personne ne vend. Alors c'est pas vrai. C'est ce qu'on se disait, mais tu vas nous l'expliquer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ventes forcées. Oui. Les ventes forcées, qu'est-ce que c'est, Romain ? Une vente forcée, c'est un propriétaire. C'est un propriétaire qui est obligé de vendre pour une raison X ou Y. Souvent, les particuliers, ça va être le divorce. Les 4D, vas-y. Donc le divorce, la mort, diff, désagrément de la vie, disagreement, et je ne me rappelle plus le quatrième. Et déménagement. Ouais, déménagement, voilà. Ben oui, grosso modo. Et on pourrait même en rajouter un cinquième maintenant qui va être les diagnostics. Ah, les diagnostics, bah voilà, donc c'est parfait, c'est ce que justement j'allais te demander. Parce que les diagnostics, il y a beaucoup de gens, ça leur fait peur, à des propriétaires qui se disent je ne vais plus pouvoir louer mon bien, j'ai des réglementations. Donc là, on se retrouve face à des vendeurs qui ont un besoin urgent de vendre. Oui, parce qu'on disait donc personne n'achète, personne ne vend, mais il y a des gens, et c'est pour ça que les prix baissent, hein, on l'a vu sur tous les marchés, même à Paris. Et pour un professionnel, ça va pas être le divorce, ça va être souvent la dette. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec une dette, il a une couverture de dette qui lui permet plus de rembourser la banque par rapport au rendement que lui génère actif, donc il est obligé de vendre. Et il y a certains professionnels qui se retrouvent aussi dans l'obligation de vendre, même avec une perte. Moi, je connais un propriétaire, il m'a dit je préfère vendre et je passe à autre chose. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Alors, tu disais, voilà, donc le marché, il n'est pas cristallisé, pas forcément parce qu'il y a au moins 25 à 30% des transactions qui sont réalisées, qui sont forcées, ce qu'on disait, donc changement de la vie, déménagement, divorce, augmentation de la taille de la famille, diminution, les enfants adolescents qui partent faire leurs études dans la grande ville, donc des gens qui veulent et qui sont obligés de vendre d'une manière ou d'une autre pour changer de projet de vie. Les professionnels dont je fais partie, je peux te dire que ce que tu dis est vrai parce que moi, ça m'arrivait pour la première fois cette année de vendre un bien immobilier au prix que ça m'a coûté. Oui, mais première fois depuis 15 ans, mais au moins tu passes à autre chose. Ouais, tu passes à autre chose, c'est pas grave. Donc est-ce que c'est aujourd'hui, c'est une terre, donc deuxième question, aujourd'hui, donc deuxième vérité, vrai ou pas, c'est pas le moment d'acheter. Pourquoi ? Parce que donc, les taux élevés et les fameux diagnostics où on dit attention, n'achetez surtout pas si vous avez du E, du F. Donc c'est pas le moment d'acheter pour ces raisons-là. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, Romain ? Non, c'est faux. Tout est une question c'est le prix que tu achètes au départ qui est important. Après, c'est ce qui va te permettre de générer une marge future. Après, acheter un bien avec un mauvais diagnostic, c'est pas grave. Ça se traite, les travaux. Par contre, il faut l'intégrer, il faut en avoir conscience quand on achète. Je vais te prendre un exemple. L'autre jour, j'étais avec une propriétaire d'un immeuble à Paris. Il y avait 1 500 € de travaux au mètre carré. Elle m'explique que ça vaut 10 000 € du mètre. Je lui dis, votre bien, je lui dis, il ne vaut pas 10 000, il vaut 8 500. Parce qu'il y a 1 500 € de travaux de mise aux normes. Si ce n'est pas l'acheteur qui les fait, ça sera à elle de les faire. Donc son bien, il ne vaut pas 10 500, il vaut 1 500. Et elle n'a peut-être pas les moyens de le faire. Et elle n'a peut-être pas les moyens. Je pense qu'elle, si elle veut, elle peut le faire parce qu'elle peut mettre en place des mécanismes qui lui permettraient de le faire par rapport aux revenus que génère ce bien. Mais c'est pas tout. Des fois, pour des questions aussi successorales, ça peut être le bon moment de vendre. Même dans un marché baissier, des fois, il faut mieux vendre que se lancer dans ce genre de travaux parce que c'est lourd. C'est un métier. Faire des travaux, c'est compliqué. Ça demande des autorisations. Il y a beaucoup d'aléas. Donc, même quand on est professionnel, il faut plutôt s'entourer et être accompagné sur cette partie. Bien sûr. Et donc, après, si vous êtes marchand, si par exemple, il y a un agent immobilier qui vient vous proposer un bien, il vous dit « Ah oui, il a des mauvais diagnostics, t'achètes à… » Alors,
on va prendre à Paris parce que c'est des chiffres ronds, mais c'est la même ordre d'échelle. Mais c'est là où c'est encore plus dur en région, quand on est sur des biens avec des marchés plus contraints. Prenons un bien à Montpellier, par exemple, où le marché moyen, c'est 5 000 € du mètre carré. 5 000 €, tu as 1 500 € de travaux. Parce que malheureusement, les travaux, ça coûte à peu près partout le même prix de rénovation. Alors c'est ça, pause là-dessus, Romain, retiens ce que tu veux dire, c'est très important. On a un marché, donc les travaux, que ça soit à Besançon, à Arcachon, à Mulhouse, à Paris, à Nice, à Nantes, à Lille ou à La Rochelle, les travaux de mise aux normes énergétiques, alors il y a les aides, hein, on en parlera, mais ni mise aux normes énergétiques, électricité, plomberie, parquet, fenêtres, etc. Fenêtres, encore une fois, il y a des aides, mais elles ne sont pas à la hauteur de ce que ça coûte réellement. Ça coûte peu ou prou la même chose. Un petit peu plus cher à Paris. Entre 1000 et entre 900 et 1500 € du mètre carré. Donc que vous ayez un mètre carré qui vaut cher comme à Paris ou un mètre carré qui vaut moins cher comme à Montpellier, c'est une ville que je connais donc je prenais l'exemple, c'est à peu près la même chose en coût de rénovation. Donc, c'est ce que tu disais. Donc un appartement à Montpellier où il y a 1 000 € de travaux au mètre carré, si on prend la fourchette basse, il vaut 4 000. Plus 1000, ça fait 5. Plus 1000, sauf que là, si vous achetez 4 000 et que vous devez revendre 5, vous n'allez pas faire de marge. Donc mais c'est souvent la réalité. Donc en fait, sa marge, il faut la calculer. Il faut prendre en compte les travaux. C'est le primordial dans une opération de marchand, c'est les travaux. Donc premier conseil, Romain, on prend en compte le coût énergétique des travaux, mais d'après ce que je comprends, c'est plutôt une terre d'opportunité en ce moment, de ne pas s'arrêter à l'agent immobilier qui va vous dire attention, j'ai un truc, mais attention, c'est du F, c'est du G, c'est du E. Au contraire, moi je vous le dis, et tu sembles le confirmer, au contraire, c'est une opportunité. C'est un levier les travaux, de négo. quoi qu'il arrive, et je vous le dis, quoi qu'il arrive, que votre bien il soit en D, en G, en E, machin, quand il est à refaire, il est à refaire. Que vous changiez une fenêtre de plus ou pas, c'est pas ça qui va changer la donne. Par contre, quand vous allez acheter sur un diagnostic mauvais, le vendeur, lui, il va peut-être pas avoir les moyens de faire les travaux, c'est ce que tu nous dis, et donc il va accepter une baisse de prix. Et un conseil, il faut mieux acheter un bien qui est complètement ravagé qu'un bien qui a été mal rénové. Oui. Parce que quand ça a été, parce qu'il y a certains propriétaires, pour essayer de vendre un peu mieux, ils vont faire du home staging comme on peut voir dans certaines émissions, ceux qui font du rafistolage, c'est du cache-misère et ça coûte à la fin aussi cher. Bien sûr, parce qu'il faut enlever et refaire. Ouais. Donc il faut mieux à la rigueur acheter quelque chose qui est complètement à refaire que quelque chose qui a été mal refait. Alors petit bémol, modulo, c'est sur les parties communes. Où là, quand on achète en copro, alors si vous achetez en pleine pro, il n'y a pas de problème, vous intégrez vos travaux. Alors pleine propriété, type maison, immeuble, machin, ça, donc voilà. Là, il n'y a pas de problème. Copropriété dans un immeuble. Copropriété, là, il faut être beaucoup plus vigilant parce que les travaux de copro, c'est pas vous qui allez les faire, c'est le syndic. Et là, on n'a pas forcément la main. Et ça peut faire très mal dans certains cas. Donc là, il faut être assez. Renseignez-vous. Donc là, il faut bien se renseigner, demander tous les PV d'AG, regarder l'historique de l'immeuble, les travaux. Ça, c'est une chose qui est même vraiment... au-delà des PV d'AG, Romain, si je peux me permettre, c'est que moi, ce que j'ai coutume de faire pour me partager mon expérience, c'est qu'au-delà des PV d'AG, souvent, il y a des discussions dans l'immeuble qui ne sont pas reportées sur les PV d'AG. Discuter. Il faut appeler le syndic pour dire quel est le sujet un peu chaud. J'ai vu qu'il y avait ça, mais est-ce qu'il y a autre chose? Et souvent, une fois sur deux, je peux te le promettre, le syndic me dit ah oui, on l'a pas mis, mais pour l'année prochaine, c'est sûr, il y aura les caves, la toiture, le machin. Si un gardien essaie d'y aller un week-end, enfin un moment où vous n'êtes pas avec l'agent immobilier, pour essayer de discuter avec le gardien ou même un voisin de l'immeuble pour essayer d'avoir un petit peu savoir est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a des défauts sur la toiture, des choses comme ça. Il y a aussi une autre catégorie qui peut être intéressante à acheter, c'est des biens qui ont des locataires en place ou qui ont des locataires mais illégaux. Mais ça, pareil, c'est un super levier de négo, mais il faut savoir... comme on dit, ça se price. Il faut sortir le locataire, il faut négocier. Ça, ce qu'on a dit aussi dans la formation, c'est qu'il faut être accompagné. C'est encore un argument de négociation. Bien sûr. Parce qu'un appartement qui est occupé, le propriétaire aura beaucoup plus de mal à le vendre. Ok, alors j'ai compris, Romain, je résume un petit peu. Donc on a dit, pour identifier les biens, il faut, moi j'ai l'habitude de dire que les agents immobiliers, en fait, ils t'oublient s'ils ne te voient pas. Donc il faut faire le tour des agences, taper à la porte, aller prendre un café quand on a le temps, le samedi, le dimanche, avec les enfants, avec les poussettes, en allant chercher le pain, on s'arrête 5 minutes, on redonne nos recherches. Donc les agents immobiliers, les gardiens, quand on est dans les grandes villes, le réseau de notaires, si on connaît un notaire, même son notaire, voilà. Tu nous dis aussi qu'il faut se concentrer, essayer de trouver des affaires qui sont des biens au diagnostic ultra négatif du F, du G, du E, du H, parce que le vendeur, lui, va peut-être pas savoir ou pas avoir envie ou pas les moyens de le faire alors qu'il est obligé de vendre. Donc, c'est le moyen de sacrifier le prix. Alors que les travaux, on l'a dit, c'est pas ça qui va changer grand-chose, de changer une fenêtre ou deux de plus. Tu nous dis aussi que, grosso modo, les taux
sont un peu élevés aujourd'hui, mais vont baisser et que ça se renégocie. Donc, il vaut mieux acheter un bien immobilier moins cher aujourd'hui pour 2 raisons. On a dit les diagnostics et le fait que les taux sont élevés. Donc, les gens veulent quand même vendre, ceux qui veulent quand même vendre leur bien, mais ils sont obligés de faire des concessions sur le prix. Donc, ça, c'est acquis. On ne peut plus vous l'enlever alors que le taux de crédit sera renégociable plus tard. Hein. Moi aussi, oui, ça, c'est pour une opération plutôt patrimoniale que marchand. Parce exactement. Que oui, pour du long terme, vous achetez un truc avec un crédit de 15 ans, ne vous arrêtez pas au fait que le crédit en ce moment en particulier, il est à 3% ou 3,5%. C'est pas grave. Dans 2 ans, je vous le dis, je vous le signe, je vous l'écris, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le screenshotter. Dans 2 ans, vous renégociez votre banque, vous dites voilà, les taux sont repassés à 2 ou 2,2. Je veux un taux à 2,2. Si la banque vous le donne pas, vous en envoyez une autre. J'en discutais avec une personne qui fait du financement. Il m'a dit dès que tu baisses de 120 points, donc ça veut dire si vous avez un taux à 4 et on va dire qu'il repasse en dessous de 3, la banque vous dit maintenant on refinance à 3, là ça vaut le coup. S'il n'y a pas 100 points d'écart, s'il n'y a pas un point d'écart, on est d'accord. Ouais, ça vaut pas trop le coup parce que vous avez quand même, ça génère des frais de dossier, il y a quand même c'est toujours beaucoup de paperasse à changer. Donc, tant que vous n'avez pas 100 points, n'allez pas voir la banque. Parce que si vous avez emprunté. Et là, les taux sont tellement élevés qu'on a un bon espoir quand même que les mais taux. si vous avez emprunté à 4,5 et que la banque finance à 4,3, non, allez pas les voir, ça sert à rien. Là. Vous allez limite les énerver. Par contre, vous avez emprunté dans 2 ans, c'est redescendu à 3 et vous avez emprunté à 4,5, là, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Donc, ok, donc tu nous dis tout ça, c'est le moment d'acheter. Il y a des opportunités à faire avec les diagnostics. Il y a les ventes forcées. Donc, on disait, les gens qui n'ont pas le choix de dire, je vends pas. Tout le monde n'a pas la possibilité de dire, non, j'attends 1 an pour vendre mon appartement. Il y a des gens ou mon bien. Ah non, il y a des. Quel type maintenant on reprend notre exemple de notre investisseur qu'on conseille aujourd'hui, qui a 50 000 euros. Qu'est-ce que tu conseilles en priorité comme catégorie de biens, catégorie d'actifs, on parle d'actifs nous dans le jargon, à acheter en fonction du profil, qu'il soit professionnel libéral, qu'il soit indépendant, quels sont les 3-4 types de biens que tu pourrais conseiller? On va prendre 3 exemples. Le premier, ça va être la profession libérale, qui a déjà une assise financière et qui a un peu de liquidité disponible, qui va déjà avoir sa résidence principale qui peut être partiellement payée, voire complètement payée dans certains cas, mais qui n'est pas propriétaire de son local où il exerce son métier de médecin. Là, ça peut être intéressant pour lui d'étudier l'achat de son local pour exercer sa profession. Donc, c'est assez intéressant pour lui d'acheter son outil de travail parce que ça va lui permettre, de se construire un patrimoine en créant une charge d'exploitation sur son activité à lui. C'est pareil pour un commerçant. Un commerçant qui a ses locaux, c'est une des meilleures choses qu'il puisse faire parce qu'il va pouvoir, la charge, le loyer qu'il paye, en fait, il va se le payer à une SCI qui contrôle lui ou qui va contrôler avec sa famille. Donc moi, je suis un professionnel libéral, ou un artisan, un commerçant, peu importe. Je reprends mon exemple d'un VTC, je vais acheter mes 4 places de parking pour mettre un mes VTC, véhicules. Ça peut être un bon exemple parce que là, un VTC, il n'aura pas forcément une surface financière suffisante pour acheter, puis il n'a pas besoin de local. Par contre, il a besoin de place de parking. Donc j'achète mes 3 places de parking pour mes véhicules, ma petite flotte. Et c'est 10 000 euros. Voilà. 10-15 000 euros. Et là, c'est un premier investissement immobilier pour un VTC. Donc je crée une SCI potentiellement. J'achète le bien avec, je le fais financer. On l'a dit dans la formation, mais on va en toucher 2 mots. Voir comment on le fait financer. Et ensuite, on le loue à sa propre activité. Voilà. Donc ça ne rentre pas, pour ceux qui nous regardent, qui sont concernés par l'IFI, par exemple, ça ne rentre pas dans l'IFI parce que c'est de l'outil professionnel. Et en plus, ça permet de rentrer sur les petites sommes. On parlait du commerçant, la boulangerie qui veut acheter le local d'à côté, on vous le conseille. Donc, si vous êtes exploitant, vous êtes un commerçant ou autre, un professionnel, achetez votre immobilier d'exploitation. Le hangar, la place de parking pour un VTC, la boulangerie d'à côté si vous êtes boulanger ou artisan. Quitte à le surpayer peut-être un poil plus, mais c'est pas grave. Voilà, vous êtes radiologue ou cardiologue ou médecin, peu importe, ou même n'importe quelle profession médicale ou profession libérale, vous achetez vos bureaux, votre cabinet. Si vous avez l'opportunité, c'est le moment d'acheter et la banque vous financera parce que votre activité est stable, elle voit entrer les flux, elle se dit c'est pour son activité. Ça, c'est super quand tu as une activité stable. Alors, si vous montez une start-up et que vous avez une croissance phénoménale, là, c'est peut-être pas non plus la bonne solution. Non, mais par contre, dès que vous avez un métier qui a une activité stable, essayez de contrôler vos locaux professionnels. Ça, on est d'accord. Ça sera votre retraite future. À la retraite, le jour où vous arrêtez, vous pouvez les revendre. Ça se valorise même mieux si vous voulez vendre le fonds de commerce avec les murs. Si le mec ne veut pas acheter les murs, vous pouvez les louer. Vous pouvez les vendre à un investisseur qui va toucher le rendement. C'est une rente. Donc, et ça sera en grande partie payé le moment venu. Donc ça, les professionnels, ok. Quel est le deuxième profil Si vous avez une profession stable, vous êtes salarié avec une profession stable, mais que vous n'avez pas encore votre résidence principale, achetez votre résidence principale. J'en vois à longueur de journée dire il ne faut pas acheter sa RP, il ne faut pas acheter sa RP.
L'ARP, c'est la dernière niche fiscale qui existe. Hein. C'est la dernière, entre guillemets, ça, c'est la dernière niche fiscale qui existe. On n'arrête pas de le marteler. Vous achetez votre résidence principale. Si vous n'êtes pas pressé, vous attendez de trouver la bonne affaire. Attendez la bonne affaire. Si vous n'êtes pas pressé, essayez d'acheter. Dans un cas où une personne doit divorce, il y a une succession, un décès, il y a une succession, ils ont besoin de vendre vite. Là, vous êtes en position de force pour négocier. Donc, c'est toujours pareil. Même pour une résidence principale, si vous achetez bien, vous serez sûr de faire une plus-value. Et prenons l'exemple d'une ERP où on achète, notre client, il achète une ERP à 500 000 euros. D'accord ? Il la revend, s'il l'a bien acheté, il peut espérer la revendre. Et les prix de l'immobilier montent de manière constante depuis la nuit des temps. Oui. C'est toujours le moment d'acheter. Il la revend dans 5 ans à 550 000. Ces 50 000 euros ne sont pas fiscalisés. C'est la dernière niche fiscale qui reste. On l'a dit, on l'a martelé. Romain, tu parlais de gens qui conseillent sur Internet. C'est un gros sujet que j'aimerais évoquer avec toi. Troisième question ou contre-vérité. Moi, je le vois. Hein, moi, je fais de l'investissement immobilier. Tu sais, je ne suis pas à l'origine sur les réseaux. Et je me surprends de voir l'intégralité des conseils et surtout des donneurs de conseils sur Internet, sur Instagram et autres, qui nous disaient, je le disais il y a 6 mois, 1 an, de dire vous êtes financé à 100%. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Il ne faut plus acheter du patrimoine. Il faut en acheter. On s'y perd, on ne comprend pas. J'aimerais, toi qui est j'ai envie de dire un data scientist de l'immobilier, qui est un expert de la donnée, qui aime bien fouiner et chercher un peu la vérité, les contre-vérités. Est-ce que tu as regardé un peu ce que font les principaux donneurs de conseils en immobilier sur les réseaux ? Ça m'amuse, c'est un jeu des fois. Alors, des fois, en plus, tu m'en envoies. Donc, alors, est-ce qu'ils sont... Ouais, je t'envoie des vidéos parfois. Est-ce qu'ils sont légitimes ? Est-ce qu'ils ont vraiment le patrimoine qu'ils disent ? Et surtout, est-ce que les conseils qu'ils donnent sont toujours affûtés ou pas ? Alors, dans la très grande majorité des cas, c'est complètement à côté de la plaque. Même si de quoi, dans 50%, 80%? Je dirais 80-90%. Y en a un, l'autre jour, on m'a envoyé, il explique qu'il a 100 appartements dans je ne sais plus quelle ville de l'Est de la France. Bon, j'ai été voir, il a 25 ans. Il dit qu'il a acheté 100 appartements. Déjà, il a une DCI qui donc, il a acheté 100 appartements, c'est ce qu'il dit. Donc, déjà, quand tu sais dans la ville en question que ça vaut pas très cher, les studios, c'est des studios qui valent 10 000 euros un studio. 40 000 si on est généreux, 40 000 euros. Bon, tu vas me dire, c'est pas négligeable non plus. Bien sûr. Mais il t'explique qu'il a acheté ça. Par contre, qui s'est fait tout seul, c'est ça que tu me disais. Qui s'est fait tout seul, mais quand tu regardes une DCI qui contrôle, en fait, elle a été créée en 2005 ou 2006. Le mec, il avait 13-14 ans. Et il a contrôlé avec son père, la SCI. Donc, le mec, il t'explique qu'il s'est construit tout seul. Enfin, il avait quand même une SCI de papa avant pour... Ouais, donc en fait, ce que tu dis, moi, mais c'est pas péjoratif qu'il est. À rigueur, c'est pas un problème qu'il est. C'est pas un mal d'avoir la chance d'être bien né. C'est pas un défaut, c'est pas une tare. Au contraire, c'est un moyen. Il faut en profiter quand on a la possibilité. Bien sûr. Développer le patrimoine d'une famille, c'est super parce qu'il y en a au contraire qui ont plutôt tendance à le détruire. Il faut mieux. Si on arrive à le développer, c'est encore mieux. Mais par contre, qu'on n'aille pas expliquer aux gens qu'on s'est bâti tout seul si on a déjà une bonne assise financière. Et ça revient à ce que je te disais au début. On prête qu'aux riches. Et c'est beaucoup plus facile, même si c'est dans une petite ville et tout. Bah oui, il avait déjà une assise qui lui permettait de faire du marchand de biens avant. Alors ça, c'est un. Donc ce que tu dis, oui, il faut l'afficher, il faut le dire. Moi, je dis, je suis la 2e génération. Tu vois, mon père, il a commencé, il est arrivé immigré de Tunisie à 14 ans. Il a été tourneur-fraiseur. C'est une profession qui n'existe même plus dans les chaînes d'usines. Il a commencé l'immobilier un peu sur le tard. Moi, j'ai eu la chance il m'a permis de faire des études. Oui, t'es né là-dedans. Donc, moi, il m'a permis de faire des études et ensuite de me bercer, de tomber dedans comme Obélix, parce qu'après mes études, j'ai rien fait d'autre que de l'immobilier. Je suis passionné, tu le sais. Mais c'est vrai qu'il faut moi, je le dis et je le clame haut et fort, c'est pas moi qui ai commencé, je me suis pas fait tout ça, j'ai eu la chance de commencer d'un certain niveau pour que mes enfants commencent à la fois. Voilà. Mais il faut le dire. Moi, je suis surpris aussi, donc déjà, en effet, des gens qui ont 20-25 ans, mais au-delà du fait qu'ils exagèrent ou qu'ils amplifient un peu leur patrimoine ou est-ce qu'ils se sont fait tout seuls ou pas, c'est la nature des conseils eux-mêmes. Qu'est-ce que tu penses un peu toi qui es un expert vraiment de l'immobilier, quand tu regardes un peu les vidéos? Certains, il y en a qui disent qu'il faut faire des SCI, des choses comme ça. Pourquoi pas? Mais tous les montages qui paraissent comme ça paraît très professionnel et tout. Déjà, il y en a beaucoup, ils prennent pas en compte les frottements fiscaux. Parce que là, c'est quand même... Parce que c'est quand même... La fiscalité en France, c'est quand même un vrai sujet. Donc, les SCI à l'IS ou à l'IR, je dis pas que l'un est mieux que l'autre. Ça va dépendre vraiment de votre situation. Les deux peuvent être bien. Mais là, allez, pareil, ça, quand vous structurez, il faut se poser la question, quelle est votre volonté à moyen, long terme ? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que c'est un patrimoine? Ça, en effet, un bon notaire. Donc, il faut un bon notaire, un fiscaliste éventuellement. Parce que là, on peut rentrer dans d'autres sujets. Il y a d'autres sujets à prendre en considération. Donc ça, c'est important de bien le qualifier en amont. Mais quand il vous explique que vous avez créé une SCI à l'IS avec une holding pour acheter 3 parkings à Charleville-Mézières,
rien qu'en frais de comptable, vous allez bouffer le rendement, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut se lancer, il faut commencer à se structurer juridiquement. C'est ce qu'on dit dans la formation, l'investissement immobilier professionnel notamment. Il faut commencer à se structurer vraiment quand on commence à envisager plusieurs acquisitions parallèles, etc. Ok. Au début, il faut faire plutôt simple. Donc c'est pour ça que la résidence principale, c'est plutôt bien parce que là, vous allez acheter en nom propre. La banque va vous prêter avec un crédit à long terme. Et le jour où vous revendez, alors par contre, négociez bien une clause de remboursement anticipé pour ne pas se retrouver avec des pénalités. Très important. Mais ça, c'est assez courant maintenant. Les banques, elles n'ont pas trop de difficultés sur ce point. Et donc, le jour où vous revendez, si vous avez bien acheté, vous revendez, la plus-value, elle est nette de chez net. Après, si vous achetez en marchand de biens classique, vous allez créer une SAS. Ne faites pas une SCI parce qu'une SCI ne peut pas acheter en marchand de biens. C'est pas une SCI, c'est une société civile immobilière, c'est pas commercial. Pareil, ne faites pas du LMP en SCI. Là, vous êtes sûr d'attirer la patrouille. Donc, marchand de biens, on l'a dit dans la formation, mais marchand de biens, donc acheter un bien pour le rénover et pour le revendre, on conseille de créer une société commerciale avec une responsabilité limitée. C'est-à-dire qu'en cas de problème, parce que quand on achète un bien pour le revendre, c'est pas forcément tout rose, il peut y avoir un problème. Une SARL ou une SAS, vous êtes au-dessus, on ne peut pas venir vous chercher, la responsabilité financière, juridique s'arrête au niveau de la société, vous dormez tranquille, vous ne mettez pas en cause votre maison, sauf si vous êtes... La banque va peut-être vous demander des garanties. Une caution personnelle. Elle va vous demander des cautions. En général, quand vous achetez bien, le bien suffit à couvrir ce qui est financé, parce qu'il y a un décalage entre ce que finance la banque et bien la sûr. banque. Romain, il y a un autre type d'investissement immobilier dont j'aimerais parler, dont les gens qui nous regardent connaissent certainement, c'est le crowdfunding. Alors, crowdfunding, ça c'est un sujet c'est un vrai sujet. Bien. Voilà, c'est un sujet que tu as beaucoup exploré, c'est pour ça que je voulais que tu en parles ici face caméra. Le crowdfunding, donc autrement dit en français, c'est le financement participatif. Il y a plein de sociétés qui le font et qui le font bien. On parle de Clubfunding, de Fimple, de Anaxago, de ces gens-là, il y en a des dizaines. Il y a une quarantaine de plateformes actuellement. Il y a une quarantaine de plateformes, voilà. Moi, en tant qu'investisseur immobilier, je te le dis, j'ai commencé en 2023. Oui, on a même... Voilà, on a fait un dossier ensemble. J'ai commencé en 2023 à faire appel à ce genre de plateformes. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des plateformes qui proposent à des particuliers, des professionnels, des gens qui ont un peu de cash, 500 €, 5 000 €, 50 000 € parfois, de prendre part à des opérations immobilières, mais indirectement, parce qu'on a pris l'exemple de notre client qui a 50 000 et qui peut acheter lui-même sa RP, son outil de travail, etc. Mais parfois, il y en a qui disent, non, moi, j'ai pas forcément ni le temps ni l'envie d'acheter moi-même un bien immobilier. Je vais contribuer indirectement à financer une opération immobilière qui est gérée par un professionnel qui sait de quoi il parle, qui sait ce qu'il fait, en théorie. En théorie. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai sollicité. Donc, il y a des opérations, je touche du bois, qui se sont très bien passées, on a rendu l'argent initial aux investisseurs, plus les intérêts. Qu'est-ce que c'est ? Donc, je prends l'exemple il met 10 000 € et il est rémunéré sur le temps de l'opération, que ce soit 12, 18 mois, 24 mois. Oui, 18 mois en moyenne sur du marchand, voilà, 24 pour la promotion. Voilà, 18 mois en moyenne. Il est rémunéré de 8, 10, 12% par an. Donc, quelqu'un qui a mis 10 000 € à la fin de 18 mois, il va recevoir 10 000 € plus 10% sur 18 mois, ça fait à peu près 12 000 €. Bon, donc il a mis de l'argent. Il a un bien immobilier qui est en face, qui a une vraie valeur. C'est pas comme si vous en investissiez dans une startup. En fait, ce qu'il faut comprendre en crowdfunding, tu n'investis pas dans le bien immobilier, tu investis dans la société qui développe le bien. Parce que tu prêtes une partie, ce qu'on appelle des fonds propres. Parce que quand tu fais une opération de marchand de biens, la banque va te prêter de l'argent, mais elle ne va pas te prêter la totalité de la somme. Donc là, le crowdfunding, c'est fait comme moi je l'ai fait pour compléter le financement. Voilà, donc si tu veux multiplier les opérations où tu es trop juste, parce que tu as une bonne opération, on va reprendre le cas de tout à l'heure, le cas qu'on a évoqué, où au final tu as 50 000 €, mais l'opération que tu vises, tu as besoin de 100 000 € de fonds propres. Mais elle est super l'opération. Donc c'est dommage de la laisser passer. Donc c'est ce que tu vas faire, tu vas aller voir une plateforme qui va te prêter les 50 000. Et toi, tu vas mettre les 50 000 et la banque va prêter le complément. Et donc, les 50 000 que tu vas emprunter, tu vas payer des intérêts au porteur de l'obligation. Parce qu'en fait, tu achètes une obligation, pour être très précis. Donc ça, c'est moi. Je suis opérateur immobilier. Je n'ai pas assez de cash pour faire mon opération. Je vais aller voir une plateforme de crowdfunding parmi les noms qu'on a cités, notamment. J'en oublie, pardon, pour ceux qu'on oublie. Homunity, voilà, c'est d'autres qu'on connaît aussi. Qui vont solliciter auprès des investisseurs. Ils vont dire, voilà, on a Julien Krief qui a un projet à Montpellier, Marseille, Nice, peu importe. Des villes dans lesquelles j'investis vraiment, mais voilà. Il faut financer 200 000 €. Le ticket minimum, c'est 1 000 €. L'opération immobilière, c'est ça.
quel point de vigilance, est-ce que le crowdfunding c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment il faut le faire, et quels sont les points d'attention que tu aimerais attirer pour les gens qui envisagent de diversifier une partie de leur portefeuille avec ça? Déjà, c'est un super outil pour les opérateurs et pour les investisseurs. Après, il faut être sélectif et surtout ne pas prendre pour parole donnée ce qui est écrit, ce qui est communiqué par les plateformes. Dans les présentations. Ça, c'est comme pour les SCPI, la performance passée ne présume pas de la performance future. Donc concrètement, il y a deux choses à analyser en crowdfunding, on en parlait tout à l'heure, c'est le porteur du projet, l'opérateur, donc moi dans le schéma, et le bien lui-même. Quelle est l'importance à accorder à l'un, à l'autre quand on investit en start-up? Parce que moi, je fais un peu l'investissement en start-up. Donc moi, quand j'investis en start-up, par exemple, on m'a toujours appris l'équipe, et accessoirement le projet. Et si possible, il y a une technologie avec le projet. Voilà. Donc, mais on se concentre beaucoup en start-up sur l'équipe. Là, en crowdfunding, c'est différent. L'équipe, l'expérience de l'opérateur, de l'investisseur est très importante. Elle est déterminante dans la qualité dans le projet. Mais ce qui va être déterminant, c'est le projet en lui-même. Est-ce que l'actif est bien acheté? On en revient toujours au même point. Acheter au bon prix, oui, acheter au bon prix. Par rapport à sa localisation. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Un actif n'est jamais mal placé. C'est qu'il est trop cher par rapport à son emplacement. Si vous achetez un actif qui, tout le monde dit, est mal placé, mais si vous l'achetez vraiment pas cher, alors après, il y a des exceptions. Si vous achetez un endroit où c'est inondable et que vous pouvez rien faire, il ne faut pas acheter. Mais si vous achetez, c'est toujours la corrélation, le prix d'entrée par rapport au prix potentiel de sortie. Donc j'ai tendance à dire qu'un actif bien acheté avec un mauvais opérateur, c'est moins grave qu'un actif avec un bon opérateur, mais mal acheté. Acheter trop cher ou compliqué. Acheter trop cher. Souvent, les deux vont de pair quand même. C'est rare. Souvent, le bon opérateur a bien acheté. Mais l'avantage d'un actif qui est bien acheté, si l'opérateur, on va dire, n'est pas totalement en phase, il pourra toujours être revendu, actif, au moins à peu près au prix de revient de l'opération et remboursé. Donc regardez, si vous voulez investir en crowdfunding, regardez qui est l'opérateur, quel est donc l'investisseur, combien il regardez le projet. Non mais combien il en a fait, est-ce qu'il a fini, c'est-à-dire comme on dit chez nous débouclé, est-ce qu'il a fini ses projets, qu'il a rendu l'argent à temps, etc. Mais surtout, la qualité du bien et surtout est-ce qu'il l'achète pas trop cher. Renseignez-vous par vous-même parce que les plateformes proposent des présentations d'investissement qui sont pas forcément toutes intelligibles, il faut l'avouer. Donc renseignez-vous par vous-même avant de mettre de l'argent. Vous faites très prudent sur les c'est un plateformes. bon outil. Non, mais vous faites très prudent sur les plateformes. C'est que souvent, ils sortent pour gonfler, pour présenter une marge qui paraît élevée. Ils ont tendance à mettre des prix de sortie, de revente très ambitieux. Et alors, il y en a certaines, elles le font en worst case, ce qu'on appelle un cas un peu dégradé. Mais souvent, le worst case, c'est plutôt lui qu'il faudrait prendre en... Ok, mais si on prend le worst case et qu'il fonctionne, a priori, c'est qu'on a déjà limité ça. Le crowdfunding, c'est un super outil, mais il faut être vigilant. Et surtout, c'est une diversification patrimoniale. Si vous avez hérité de 50 000 euros, n'allez pas mettre 50 000 euros sur 2 projets. Oui, on va mettre peut-être 5 000 euros ou 10 000 euros en crowdfunding et le reste, un petit projet à part. Okay. Si vous voulez pas faire d'immobilier direct, faites de l'immobilier indirect. Le crowdfunding est une manière de faire l'immobilier indirect, comme les SCPI, mais mettez pas tout en SCPI, mettez pas tout en crowdfunding. Il y a aussi maintenant une nouvelle classe d'actifs qui s'ouvre, qui est un peu cousin du crowdfunding, c'est l'immobilier fractionné. Alors, ils vont dire que c'est pas cousin, mais ça reste de l'obligataire pour une sens réglementaire du terme. Donc là, vous achetez, au lieu d'investir une SCPI qui achète dans tout un tas de biens, là, vous choisissez le projet dans lequel vous achetez et vous percevez un loyer tous les mois. Donc l'immobilier fractionné, Romain, c'est il y a plein de plateformes comme Mastéos, je crois, qui fait ça. Non, Mastéos, c'était pas tout à fait ça. Eux, c'était plutôt de l'immobilier direct et ils proposaient de tout gérer de A à Z. Oui, c'est ça. Ils s'en occupaient pour toi. En immobilier indirect, par exemple, il y a Tantième, il y a Blocks. Voilà, Bloc pour l'immobilier de commerce. Ouais. Grosso modo, vous achetez au lieu comme une SCPI où vous mettez des parts dans une société qui va gérer, qui achète plein de biens. Là, vous choisissez le bien précis. Vous dites voilà, comme ça, quand vous passez devant dans votre bien à Marseille, à Lille, à Lyon, vous dites tiens, j'ai 1% de ce bien-là avec plein d'autres gens. Et en fait, vous n'avez même pas. C'est là un peu comme ce que fait Stéphane Bern pour les châteaux, si tu veux, pour la préservation du patrimoine. C'est un peu la même histoire. J'ai un bémol par rapport aux fractionnés, c'est qu'ils disent que vous détenez le bien, vous ne détenez pas le bien, vous détenez une créance sur le bien, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Reparlons, Romain, en parlant de créance, ça me fait réfléchir au financement. J'aimerais vraiment qu'on reparle de ça. On dit qu'aujourd'hui, le financement est ralenti. Il était bloqué il y a 6 mois, on ne va pas se mentir. Ralenti aujourd'hui. Revenons sur les moyens de se faire financer. Quels sont aujourd'hui, pour mettre toutes les chances de son côté, pour se faire financer,
quels sont, que ce soit la présentation du projet à la banque, que ce soit le profil, etc., quels sont les moyens de mettre toutes les chances de son côté pour se faire financer et à peu près quel taux, au moment où on se parle là, on peut espérer quand on est un jeune investisseur qui se lance, donc un particulier. Alors, sur une opération, si vous avez besoin d'un financement bancaire ou non bancaire, même ça peut être une dette privée, si vous n'avez jamais rien fait en immobilier, ça va être plutôt compliqué. Pas impossible, mais ça va complexifier la chose. Surtout en marchand. D'où l'intérêt de revenir au montage de l'ARP. Parce que, non, mais l'ARP, la résidence principale, okay. Parce que la banque va vous analyser comme un particulier, même si dans votre tête, vous êtes plutôt dans une opération court terme. Par contre, si vous êtes dans une opération... Tu dis présenter à la banque une opération une acquisition de résidence principale, même si on sait qu'on va la revendre plus tard, dans 1 an ou dans 2 ans, on la présente comme une opération, comme un achat de résidence principale. Ça va être pour la première petite opération. Quelqu'un qui a déjà un peu d'immobilier, qui a déjà acheté un appartement. Mais par contre, une personne qui a déjà sa RP, qui veut vraiment monter en puissance sur des opérations immobilières, qui veut faire ses 2-3 premières opérations, bah là, va falloir démontrer à la banque que tu es en capacité de faire le métier de marchand, parce que c'est un métier marchand. Faut bien se rendre compte de ça, c'est un métier marchand. Vous gérez, c'est un stock de marchandises. Donc le stock de marchandises, c'est comme si vous vendez des vêtements. Si vous avez acheté 100 et que le vêtement, vous le revendez 105, mais que vous avez 110 de frais, vous ne gagnez pas d'argent. Donc si ça vaut 110, mais que ça veut dire qu'il faut l'acheter peut-être 80. Pour être concret, moi, ce que j'ai dit comme conseil dans d'autres vidéos, c'est le business plan qu'on fait. Et nous, on peut le donner. Hein, on en communique des business plans aux gens qui suivent les formations, les masterclass. Le business plan, déjà, il faut qu'il soit béton armé. Il faut montrer à la banque, c'est pas 3 lignes sur un mail. C'est vraiment il faut montrer à la banque que vous avez anticipé le prorata de la taxe foncière pendant la durée de l'acquisition, le prorata des charges, que vous avez anticipé votre ligne de travaux à la base de devis qui sont obtenus et que sur ces devis, vous avez pris une marge de sécurité de 5 à 10%. Que vous avez bien anticiper les coûts financiers liés à l'opération auprès de la banque, les intérêts bancaires qu'il va y avoir pendant la durée, et que si vous avez prévu de la faire en 6 mois, eh ben vous mettez 12 mois. C'est pas très grave, mais au moins si ça tourne avec ça, ce qu'on disait le worst case tout à l'heure, si ça tourne avec ça, vous montrez à votre banquier que vous avez été particulièrement safe, vous avez été conservateur, vous avez été prudent. Vous avez été prudent, et que si vous avez été prudent et que vous avez vraiment tout anticipé, déjà c'est des signaux que vous envoyez à votre banquier en disant ce monsieur il a déjà fait 1 ou 2 acquisitions et surtout il a tout budgété, il a rien oublié. Chercher des comparables aussi, démontrer à la banque qu'il y a des biens qui sont vendus à tel prix, aller chercher les annonces, aller sur la DVF parce que maintenant il y a de plus en plus... tu l'as dit un peu vite, j'allais justement t'interroger là-dessus. Quel est l'outil magique que tu viens de citer? La DVF. DVF, vous allez sur internet dvf.etalab.fr, c'est transactions sur les 5 dernières années. Transactions, base de notaire, etc. sur les 5 dernières années dans votre même rue. Et là, c'est no bullshit, c'est pas l'agent immobilier qui dit non mais j'ai vendu ça, non là c'est factuel. C'est factuel, on a la surface, le prix, la date. Ça donne déjà. Après, il y a même, si vous voulez aller encore plus loin, si vous vous connectez à votre espace personnel des impôts, vous pouvez voir toutes les transactions à une adresse donnée. Et là, ça va encore plus loin et vous avez des transactions beaucoup plus récentes. Parce que la transaction, si vous sortez des transactions qui ont été faites en 2019 dans un marché très haussier, c'est peut-être pas... Oui, prenez les références. Prenez les références dans une même période de marché. En ce moment, on sait que le marché est un peu dégradé. Prenez des transactions de 2022-2023, pas avant. Et faites toujours attention, alors ça c'est surtout vrai dans les grandes villes, aux écarts extrêmes. Un prix très bas, ça ne veut pas dire que c'est pour autant que le marché vaut ce prix-là, parce que peut-être que justement c'était une situation spéciale, une personne qui avait besoin de vendre rapidement et tout, donc ça fait une référence de marché basse. Mais à l'inverse, un endroit où ça s'est vendu à 18 000 € du mètre à Paris, alors que tout le reste du quartier est à 11 000, c'est peut-être la vérité de marché plutôt à 11 000 qu'à 18 000. Ne surestimez pas votre marché. Voilà, je retiens 2 adages, Romain, de ce qu'on vient de se dire. C'est la bonne affaire, on la fait à l'entrée et pas à la sortie. Premier dicton. Et le deuxième, c'est ne pas se faire plaisir sur les hypothèses de revente. J'ai l'habitude de dire que si le succès de votre opération immobilière court terme, donc avec valeur ajoutée, donc opération à valeur ajoutée, marchand de biens, c'est pas un gros mot, c'est un vrai métier dont je fais partie. Si le succès de cette opération dépend de surperformer un marché, où tout le monde vous dit que ça vaut 10, mais vous dites parce que je suis le plus beau, je suis le plus fort, je sais faire mieux que les autres, je vais le vendre 12, c'est que c'est pas bon. Non. Au contraire, si tout le monde vous dit que ça vaut 12 et qu'il faut que votre hypothèse elle marche à 11,
Si à 11, vous gagnez de l'argent, c'est là qu'il faut y aller. Si à 12, 0, 0, 0, vous commencez à gagner de l'argent et qu'il faut un miracle, une intervention divine pour gagner un peu d'argent, il ne faut pas le faire. Ouais, exactement. Ok, bah ça, c'est le problème de beaucoup d'opérateurs qui se sont lancés sur les 5 dernières années. C'est qu'on avait un marché, comme je dis, il fallait vraiment être mauvais pour ne pas faire du marchand de biens, parce qu'on prenait 6-7% par an. Donc on arrivait à acheter avec une décote de 5 à 6%. Par l'effet mécanique, on était à peu près sûr de retomber sur ses pattes. Sauf que là, il y a pas mal d'opérateurs qui se retrouvent plantés actuellement sur le marché immobilier. La promotion immobilière, Romain, tu t'es intéressé un peu au sujet. Oui. La promotion immobilière, il nous reste peu de temps, on va conclure là-dessus. La promotion immobilière, on voit, alors il ne faut pas tirer dans le dos des promoteurs parce que c'est un métier compliqué, louable. Ils sont confrontés au fait que les gens peuvent moins se financer en ce moment. Ça revient, mais on voit que Nexity, troisième trimestre 2023, qui était un des plus gros promoteurs français, n'a vendu aucun bien en Ile-de-France, pas une vente, donc c'est assez hallucinant. Ils ont dégagé des centaines de personnes, je crois 800 personnes. Voilà, 800 personnes pour sauver la boîte. Ils vendent. Ils ont vendu la filiale de gestion. Ils vendent leur filiale, voilà. Donc les promoteurs. Donc pour revenir sur l'investisseur ou le néo-investisseur qui nous regardent, l'investissement immobilier en promotion immobilière. Est-ce que c'est intéressant d'acheter un appartement dans le neuf encore aujourd'hui même je te lance là-dessus parce que c'est un peu le même cas qu'avec les diagnostics. Je pense que on va se répondre à peu près pareil, mais j'attends de voir ce que tu vas me dire. Est-ce que c'est intéressant d'acheter un appartement en promotion immobilière et à quels critères il faut faire attention aujourd'hui pour être sûr que le promoteur livre l'immeuble en fait finalement? Déjà, il faut regarder la santé financière de l'opérateur. C'est pas toujours facile d'avoir des informations fiables sur ce point. Est-ce que si moi je signe un contrat de réservation pour un bien en neuf, en VFA, avec un promoteur national ou en tout cas très connu, est-ce qu'il y a une chance, il y a une possibilité pour que mon immeuble ne sorte jamais de terre et que mon appartement ne soit jamais livré? Alors, est-ce que c'est... Il y a toujours un risque. Clairement, il y a toujours un risque. Après, si vous avez affaire à un très gros promoteur, et souvent, ce qui est assez rassurant, il y a beaucoup de promoteurs qui s'associent avec des banques dans les opérations. Donc, quand vous avez une banque qui est dans le montage, c'est plutôt rassurant. Donc, demandez au promoteur s'il y a une banque associée, c'est ça ou Après, il y a ce qu'on appelle la GFA, la garantie financière d'achèvement. Faut qu'il ait sa GFA. Regardez la pré-commercialisation, c'est-à-dire que si le bien, il y a déjà 70% des lots de vendus, c'est plutôt bon signe. Par contre, s'il n'y a que 30 ou 35%, là, posez-vous des questions. Oui, donc il faut que vous le sachiez. Donc, si vous achetez un truc en VFA, un bien en VFA, vous allez signer un contrat de réservation, d'accord, chez le promoteur ou même chez le notaire, et vous allez devoir verser l'argent par acompte en fonction de la progression de l'immeuble. Ce que dit Romain, c'est que, attention donc aux promoteurs, est-ce qu'ils sont associés avec une banque ou pas? La GFA, tu l'as dit vite, mais c'est un terme compliqué, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes. La garantie financière d'achèvement, c'est ce que donne la banque qui a financé le promoteur. Ou un assureur. Ou un assureur, elle lui donne la garantie que si lui, le promoteur, n'arrive pas à finir l'immeuble, c'est eux qui vont financer la livraison de l'immeuble. Donc quand il y a une GFA, c'est déjà... Quand il n'y a pas de GFA, on va dire, on regarde même pas. Ah non, mais normalement, s'il n'y a pas de... Enfin, s'il y a pas de GFA, on peut pas faire une promotion immobilière sans GFA. Mais regardez qui a donné la GFA, quelle est la banque. Si c'est une banque luxembourgeoise un peu exotique, bon voilà. Si c'est la Société Générale ou la BNP, a priori, vous êtes plutôt safe. Et troisièmement, ce que tu disais, c'est les réservations. En général, les promoteurs, ils ne sont pas forcément ouverts à donner réellement l'état des réservations, mais il faut le demander, il faut insister. En effet, un promoteur, sachez qu'il va commencer à construire réellement l'immeuble s'il a au moins 60% de réservations. En principe, une GFA ne se déclenche pas si on est à moins de 50% de réservation. Ouais, 50, 60 en ce moment, mais voilà. Mais même contractuellement, en principe, ça ne se déclenche pas. Et souvent, le promoteur, même s'il est à 50, il ne va pas lancer, il va attendre d'être à 60. Voilà. Donc regardez, demandez quel est l'état des réservations. Et si l'état des réservations est inférieur à 50, c'est le moment de bastonner le prix. Je vous le dis, moi, c'est ça que je conseille aussi. C'est quand vous avez un promoteur qui vous propose un bien à 7 000 € du mètre carré, que vous voyez qu'il tire un peu la langue, s'il a toutes les garanties qu'on vient d'évoquer, n'hésitez pas à faire des offres basses en ce moment parce que le promoteur, il préférera vendre à prix coûtant pour éventuellement compléter son immeuble s'il a déjà trop avancé, plutôt que de ne pas vendre du tout. Oui, et puis si par exemple vous êtes sur une logique d'investissement plutôt patrimonial et que vous êtes dans une ville qui est très tendue au niveau du besoin locatif, même si vous achetez un appartement qui est en premier étage ou qui a une exposition au nord qui n'est pas forcément les plus demandés par les gens qui vont y habiter en résidence principale, mais en investissement locatif, vous arriverez à le louer sans problème s'il y a une grosse demande locative. Et là, vous pourrez d'autant plus négocier le prix.
Dans des grandes villes, par exemple, où il y a des villes étudiantes, je parlais de Montpellier tout à l'heure, mais toutes les villes étudiantes de France, Nantes, Lille, ou les côtières, ou une ville côtière où vous allez avoir, donc acheter donc tu dis que c'est intéressant d'acheter un appartement dans le neuf, évidemment en négociant fortement le prix, parce qu'on le sait que les promoteurs en ce moment c'est pas facile, faut pas se réjouir, mais en même temps c'est comme ça, c'est les opportunités, pour potentiellement pas raisonner en RP, en résidence principale, ou pour l'habiter, hein, mais acheter des biens qui ont peut-être les moins bonnes expositions pour le louer, parce que le marché locatif, lui, le locataire en coloc, en bail mobilité ou en bail saisonnier sur les villes côtières, lui, il s'en fout. Alors évidemment, c'est mieux d'avoir un appartement vue mer si vous êtes à La Rochelle, mais si vous n'avez pas la vue mer... mais lui, il va se vendre dans tous les cas voilà, sans il va se négociation de vendre. prix. Si vous avez la vue moins bien sur la rue, c'est pas grave, parce que ce que tu dis, c'est qu'en le marché locatif, lui, le client, le locataire qui va rester 1 an, 2 ans, 5 ans, il s'en fout d'avoir le plus bel appartement de l'immeuble, il veut juste se loger avec 2 chambres, une salle de bain et un salon. Par contre, si vous êtes sur une ville comme Saint-Étienne, qui sur le papier a des rendements très attractifs, faites attention au fait que vous allez pouvoir louer. Alors il y a une solution, dis-nous, attention, c'est le scoop. Pour le coup, c'est un influenceur, parce qu'il dit beaucoup de conneries, mais pas que. Il y a quand même des choses qui sont pas si mauvaises. Okay, il y a des choses à prendre des fois. Il a dit, pour avoir une bonne idée du besoin locatif, on fait une fausse annonce sur le Bon Coin. Et on dit, amenez cet appartement, on regarde les annonces, on prend la moyenne du prix, on peut regarder sur Se Loger au meilleur agent pour regarder la valeur référence, on se met dans la moyenne et on met une annonce et on voit si le téléphone sonne. Ça va vous donner tout de suite le besoin de l'offre. L'offre et la demande de tension locative. Tu as raison, parce qu'on parlait de l'évaluation du prix. Dans l'investissement immobilier, le plus dur, on disait qu'il faut acheter au bon prix, Mais comment on fait pour savoir si c'est le bon prix ? Alors, il y a plusieurs éléments. Moi, j'hésite pas à aller voir des agences immobilières, même de quartier, en leur donnant pas exactement le numéro de la rue ou pas la bonne rue, mais dire voilà, je suis en train d'acheter ça, ou je suis propriétaire de ça. Je vous solliciterai peut-être pour un mandat, mais donnez-moi votre avis. Et évidemment, comme tu le dis, l'avis il est souvent un peu tronqué parce que l'agence, elle espère avoir le mandat ou parce que voilà. Mais il ne faut pas hésiter à aller voir l'agence d'à côté pour lui demander, ou plusieurs agences d'à côté. Il y a DVF, on l'a dit, pour essayer de croiser la valeur de ce qui s'est vendu dans les derniers mois ou les dernières années. C'est actualisé à 3-4 mois DVF, hein, c'est plutôt actuel. 6 mois. 6 mois, voilà. 6 mois, donc c'est plutôt actuel quand même. En mai, juin et en octobre-novembre. Voilà, je te dis qu'il était très fort sur la donnée immobilière, Romain. Donc voilà, donc DVF, les agences, se faire une idée un peu par nous-mêmes avec ce qu'il y a à vendre aussi. Si vous voyez une annonce traîner depuis... et puis aussi, c'est un critère d'investissement. Si vous voyez une annonce traîner depuis 6-8 mois sur les sites, n'hésitez pas aussi à appeler le vendeur pour lui faire une offre un peu plus basse si l'appartement vous intéresse, ou même pour voir et pour tester un peu le marché. Ça, c'est les moyens de déterminer un peu le prix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Romain ? Qu'est-ce que tu vois d'autre comme élément ? Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est l'investissement sur l'immobilier commercial. Là, les valeurs locatives, ce qui fait la valeur d'un local commercial, c'est son loyer. C'est son loyer et son exploitant. Parce que le loyer, c'est la capacité de l'exploitant à pouvoir à payer son loyer tous les mois. Donc là, il faut connaître, c'est le taux d'effort qui va être important. Est-ce que votre locataire a les moyens de vivre dans le local ? Parce qu'on en voit des marchands à Paris qui sont un peu spécialisés. On achète des petits locaux plutôt à des prix assez chers. On trouve un locataire où on tabasse au niveau du loyer et on vend ça sur un taux de cap à des gens qui comprennent rien. Alors, taux de cap, voilà, taux de capitalisation. L'immobilier commercial, moi j'en parle dans la formation, c'est hyper intéressant. Moi je le suggère vraiment, il y a des petites lignes, on peut rentrer sur de l'immobilier commercial à des prix. À 200-300 000. À 200-300 000 euros, vous trouverez dans des villes, moi je conseille des villes d'au moins 80 000 habitants. J'ai un super exemple, j'ai un copain marchand, là il vient d'acheter un local dans le 19e. Un truc, ça fait 40 mètres carrés. Il a acheté ça, je crois, 90 000 euros. Donc c'est cadeau, hein, pour ceux qui ne sont pas de Paris. C'était proposé à 140 000 euros parce qu'il y avait un locataire qui ne payait pas. Il y avait une procédure en cours. Il a fait une offre à 90 000. 6 mois après, le propriétaire l'a rappelé, lui a dit « Est-ce qu'elle est toujours valable, votre offre ?» Il a racheté. Coup de chance, le locataire, en plus, entre-temps, il est parti. Et là, il vient de le relouer pour 11 000 euros par an. Donc son rendement, il a un rendement qui est avec les droits et tout, il a fait je crois 10% de rendement. Alors pour l'immobilier commercial, il y a une règle. L'immobilier commercial dans les grandes villes, donc les villes de, on va dire plus de 100 000 habitants. Et c'est 100 000 euros le ticket, il est pas énorme. Sur des villes de plus de 100 000 habitants, moi je conseille vraiment d'acheter sur des rentabilités. La rentabilité se calcule de la manière suivante. Le loyer annuel
payé par le locataire, divisé par le prix d'achat, plus les frais, évidemment. Voilà. Ça vous fait votre rentabilité. La rentabilité dans les villes de plus de 100 000 habitants, si vous êtes dans des emplacements corrects, pas des emplacements de la meilleure rue, mais des emplacements commerçants. Si vous achetez un immobilier, les murs d'une boutique où ni à droite ni à gauche, il n'y a pas un voisin, il n'y a rien, il y a une école en face, et encore une école en face, il y a une boulangerie, c'est pas mal. Ouais. Mais s'il n'y a rien en face, un bâtiment administratif avec rien et pas de commerce à 100 mètres, pas de commerce à 100 mètres à l'autre côté, on n'y va pas. Si vous avez à droite un resto, à gauche un tabac et en face un autre resto, c'est très bien. Les rendements que je conseille, moi, c'est de regarder sur des rendements à partir de 6,5-7%. Alors moi, il y a une classe active que j'aime bien. Voilà, 6,5-7%, c'est, je répète, loyer annuel divisé par le prix d'achat plus les frais. Et ça peut être plus dans certaines villes. Attention, quand c'est beaucoup plus, quand c'est 10, 12, 15%, c'est que vous êtes peut-être dans des villes un peu risquées où le locataire risque de faire défaut ou que le loyer est peut-être un peu élevé et que le locataire, faut intégrer un potentiel locatif. Et moi, ce que j'aime bien, mais par contre, là, ça nécessite, là, on est sur du marchand patrimonial plus, c'est d'aller acheter ce qu'on appelle du retail de périphérie. Ça va être ce qu'on appelle des boîtes, donc c'est des zones commerciales d'entrée de ville avec des locataires grosses signatures, donc ça va être les Darty, Cuisine les LA, Point P, des choses comme ça. Basic Fit par contre, on est sur un ticket qui est beaucoup plus élevé et quand on a une bonne maîtrise et qu'on connaît bien les enseignes, là on peut gagner de l'argent parce qu'on va avoir des rendements qui peuvent monter entre 8 et 10% et ça nécessite, surtout quand on a déjà un peu de patrimoine à côté, on peut se faire financer avec très peu de fonds propres. Et là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Par contre, qui dit gros rendement, dit aussi si demain votre locataire, vous avez Point P et il part, et que vous avez 200 000 euros par an de loyer, 240 000 euros, 20 000 euros par mois de loyer, et que vous vous retrouvez pendant 6 mois sans locataire, c'est à vous de... Ça fait mal. Donc attention, ce que tu évoques, en effet, c'est un marché plutôt d'initiés. On peut vous conseiller là-dessus, mais c'est à partir d'un certain niveau. Mais ça peut être aussi sur ces mêmes axes. Si vous avez par exemple l'ancienne station-service, et il y en a même dans une ville moyenne, parce que la taille de... En fait, ce qui est important, c'est le loyer. Il ne faut pas partir sur un loyer délirant, mais même dans les petites villes, les gens ont besoin de consommer, d'aller à la boulangerie, d'aller au supermarché. Les salles de sport, il y en a qui décrient ça, mais bon, le sport, c'est un segment qui est encore sous-exploité en France. Il y a encore un énorme potentiel sur les salles de sport avec des enseignes comme Basic Fit, l'Orange Bleu, il y en a d'autres qui vont sur des villes de plus en plus petites. C'est un business intéressant. On peut acheter des locaux avec des bonnes rentabilités, mais c'est toujours pareil, la rentabilité est le corollaire du risque. Romain, est-ce qu'on peut résumer en 1 minute? Je te donne 1 minute pour résumer tout ce qu'on s'est dit. Je répète, donc je te donne les thèmes. Qu'est-ce qu'on achète? Comment on se fait financer? En 1 minute, ça va être dur. Allez, peut-être 2, je t'en laisse 2. Qu'est-ce qu'on achète? Comment on se fait financer? On reste dans l'esprit de notre exemple initial. Comment on fait? Comment on diversifie? Pas forcément l'investissement immobilier en direct, mais via les supports qu'on a dit. Et le mot de la fin, je te le laisse. Qu'est-ce qu'on achète? Si, dans la mesure du possible, sa résidence principale, même s'il y en a qui disent l'inverse, moi je dis que la résidence principale, c'est pas mal parce que c'est la dernière niche fiscale. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, son outil de travail si on en a besoin. Donc les murs de son entrepôt, son garage, son commerce, stable, son cabinet de professionnel libéral. Ok. Après, ça peut être aussi, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter les murs de votre activité parce que vous êtes à un emplacement où c'est très cher et que vous connaissez bien le secteur, achetez ceux d'un confrère parce que vous connaissez le secteur. Une pharmacie, par exemple, on parle aux pharmaciens ici, aux opticiens. Si les murs de votre activité ne sont pas à vendre, achetez-en d'autres. Vous êtes dans le premier à Paris, vous êtes pharmacien dans le premier à Paris, ça va peut-être être compliqué d'acheter les murs de votre pharmacie. Par contre, vous connaissez bien le secteur de la pharmacie et vous habitez en première couronne parisienne, par exemple à Agnières-sur-Seine, et que c'est un secteur que vous connaissez, vous savez si ça tourne le business, donc vous avez déjà une connaissance de l'activité du locataire. Okay. Donc là, vous pouvez y aller. Ensuite, comment se financer? C'est toujours pareil, faut être ambitieux, mais il faut avoir le moyen de ses ambitions. Et c'est pas un souci, une opération qui sera bien achetée à l'entrée, vous arriverez toujours à la financer, quitte à s'associer. Il faut bien aussi expliquer à la banque avec un beau projet de financement, on l'a dit, avec un beau BP, une des clés. Moi, je vous le dis, dans mes dossiers de financement, mes business plans, ils sont très bien établis. Il ne faut pas oublier une ligne pour montrer que vous avez tout pensé. 2, pas hésiter à s'associer. 3, pas hésiter en ce moment à mettre de l'apport important si vous l'avez. Et évidemment, se faire financer à 100%, c'était bien quand les taux étaient faibles. Et surtout, c'était
déjà rare, mais c'est maintenant devenu impossible. Mais n'hésitez pas quand les gens me disent autour de moi, ah mais tu te rends compte, moi ma banque me finançait à 90%, maintenant elle me demande 20% d'apport, donc elle me finance plus qu'à 80%. Je lui dis, mais est-ce que tu connais un meilleur support aujourd'hui que d'acheter de l'immobilier quand les taux à la banque sont élevés? Tu as tout intérêt à t'endetter le moins possible pour l'instant et à mettre plus d'apport. Donc personnellement, c'est ce que j'ai fait. Voilà, ce que tu as fait récemment. Donc on le disait, donc un BP bien, une belle présentation. Des comparables, ce que tu disais tout à l'heure, pour bien expliquer à la banque pourquoi c'est une bonne affaire. Ne pas hésiter à, si je puis dire, déguiser une opération marchand de biens avec l'acquisition d'une résidence principale. Tu le disais, on va à la banque, bonjour monsieur, madame, je veux acheter ma résidence principale. Regardez avec tous les éléments qu'on a donnés pendant cette vidéo, j'achète moins cher que le marché, c'est une bonne affaire. Et si on a l'opportunité qui se présente 2-3 ans après, la revendre, prendre sa marge, zéro fiscalité. La diversification, le crowdfunding, oui. Les SCPI, oui. Mais en diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Jamais les œufs dans le même panier, c'est ce qu'on disait, donc un peu de PEA, un peu de crypto aussi. Crypto, moi je suis pas fan. Mais ouais, pourquoi pas, voilà. Du fractionné éventuellement. Du fractionné, peut-être un peu de crowdfunding, on le disait. Un peu de crowdfunding, mais je dirais jamais plus de 10% en crowdfunding. Ok. Romain, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de t'accueillir. Merci, on aura l'occasion de faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes. On va voir ce que nous disent nos spectateurs pour voir un peu les thèmes, les questions qu'ils souhaitent aborder dans les prochaines vidéos, les prochains podcasts, pour pouvoir répondre très concrètement à des projets, même des exemples concrets de gens qui vont nous adresser leurs demandes et tirer un exemple jusqu'au bout, la ville, l'exemple, l'apport, pour voir un peu quels sont les projets immobiliers auxquels on va pouvoir peut-être apporter les réponses. Merci Julien pour l'accueil. Et pour conclure, ne soyez pas pressés de faire une mauvaise affaire. Et soyez pressés d'en faire une bonne. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao. Merci, au revoir.